J'ai vendu une vidéo à la psychologue. Comment c'est possible? J'avais 97% de chance d'être paralysé. What the fuck? Les gens qui ont le plus de certitude sont ceux qui ont le moins d'espérance. Allez bien vous faire foutre si vous regardez ce podcast. Ok les gars, bonjour à tous. Salut. Salut c'est Lian, format un petit peu différent, format podcast. Format podcast. Ouais. Ça fait longtemps. Je pense que vous devez connaître Célian. Alors au départ on avait cette chaîne ensemble. Célian, tu te souviens? On l'a créée ensemble, elle s'appelait Célian et Chris. Et après je l'ai repris. Quand j'ai été ban de LinkedIn, je t'avais demandé si ça te dérangeait pas, si je pouvais reprendre la chaîne, etc. Tu vois, faire mes conneries, parler de voitures, d'entrepreneuriat, etc. Et après, c'est devenu ma chaîne. Bon, j'ai été déban de LinkedIn entre-temps. Ouais. On pourra peut-être y revenir. Là, l'idée, c'est qu'on s'intéresse un petit peu, Célian, à ton parcours. Vas-y. Tu vois, de comment t'as fait pour en arriver là, parce que t'as un sacré parcours, c'est incroyable. T'es passé de zéro à... Après, je sais pas si on pourra parler de chiffres, tu vois. Vas-y, dis tous les chiffres. Là, tu dois faire 300K par mois avec ton agence. 200. Mais l'objectif, c'est de faire 300. J'espère 300 avant tes 21 ans, c'est ça? Exactement. Mais acheté une Richard Mille avant mes 21. Richard Mille. Mais la vérité, le gros apprentissage que j'ai eu dans la vie, c'est que ça fait un peu phrase de gauche de dire ça, mais ce qui compte le plus, c'est l'argent déjà, mais surtout que tu as un truc que tu aimes bien et que ça a du sens de faire quelque chose. Ça, c'est très important. Nous, si on reprend un petit peu notre historique ensemble, comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Est-ce que tu m'as envoyé un DM? Je parle de l'accident que j'ai eu, de tout le début. Ouais. J'explique en une phrase. En gros, moi, depuis que je suis tout petit, je suis passionné par deux choses. La vidéo et faire de l'argent, l'entrepreneuriat en général. Et à 12 ans, j'ai eu un accident. Je tourne dans l'escalier. De base, j'avais 97% de chance d'être paralysé. Donc là, le simple fait que je marche, j'ai énormément de chance. Et j'ai passé toute mon adolescence à l'hôpital. J'ai passé 2 ans à l'hôpital de Clémenceau de Strasbourg. Ça m'a beaucoup appris. J'avais mon PC portable à l'époque. Et c'est là que j'ai appris un peu le motion, le montage, tout ça. C'est là que tu t'es éduqué aussi sur tout ce qui est développement personnel. Ouais, j'avais rien d'autre à faire. Pas mal de bouquins. T'étais alité toute la journée? Ouais, j'avais de la morphine comme ça. Enfin, c'était vraiment une période de merde de ma vie. C'était une période très compliquée. Mais c'est ce qui a fait de mes 12 à 14 ans. 12 à 14 ans. Et après, de mes 14 à 15 ans, j'avais de l'hôpital de temps en temps, tu vois. C'était plus à 100%. J'ai essayé de refaire une réinsertion dans le système scolaire. C'était vraiment des enculés, les mecs à l'école. Parce que j'avais des secousses. Les mecs, ils me filmaient sur Snapchat. J'avais une haine. Et ouais, j'avais des secousses comme ça. Il y avait des secousses comme ça à cause de mon dos. Et les gens, ils se foutaient de ma gueule. Enfin, c'était vraiment de la merde, l'école. Je détestais l'école. Donc après, ce que j'ai fait, c'est qu'à vers mes 15 ans et demi, il y a eu le confinement. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur Twitter. Donc je contactais des mecs pour des cartes cadeaux Amazon parce que j'avais pas encore de compte en banque, donc je prenais soit de la crypto, c'est des cartes cadeaux Amazon pour aller 20-30 euros, je leur faisais une petite vidéo et j'ai commencé comme ça. Et après, à mes 16 ans, j'étais censé retourner à l'école classique. Chose que je n'ai jamais faite parce que je déteste l'école. Enfin, je détestais l'école, j'aimais pas le système scolaire, que mes parents sont profs, ce qui est assez marrant. Et du coup, c'est drôle, ouais. Après, il s'est passé que j'ai commencé à vendre des vidéos. Au début, je faisais genre 500 euros par mois. Ça marchait pas du tout. Est-ce que tu faisais les vidéos toi-même au départ? Je faisais les vidéos moi-même, je faisais tout moi-même. Est-ce que c'était déjà des vidéos de présentation comme le format format des vidéos de présentation. Et pour l'anecdote, mes parents allaient me faire voir une psychologue à ce moment-là. Et j'ai vendu une vidéo à la psychologue. 790 € hors taxe. J'ai réussi à closer la psychologue. Alors, t'avais augmenté le prix pour la psychologue parce qu'à l'époque, c'était pas 380 la vidéo? Non, à l'époque, c'était 490. Mais j'avais fait un peu plus cher parce qu'elle voulait un petit PDF. Et je vous montrerai la vidéo. Ça s'appelait Tefloka. Elle était très gentille, cette psychologue. Elle m'a pris une vidéo. Et mes parents, après, m'avaient dit vas-y. C'était ta première officielle? Les autres, ils n'étaient pas déclarés. T'as compris, c'était des cartes cadeaux Amazon, c'était des trucs. Là, c'était ma première cliente avec une vraie facture. Okay. Mon deuxième client. Avec ton père qui avait ouvert la société? Ouais, mon deuxième client, 10 000 €. Je le close, c'était un mec à Marseille. J'avais closé 10 000 €. C'était une boîte dans le CBD à Marseille. C'était mon premier gros truc. Et je me souviens, mes parents, quand ils avaient vu l'argent, ils étaient en mode. C'est quoi ça? Comment c'est possible? Et en fait, j'étais déjà assez fort en vente et j'étais profondément passionné par ce que je fais. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos. Je t'ai rencontré après quelques mois plus tard. Tu m'as envoyé un DM sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on pourra aussi l'afficher. Je t'ai dit, l'accroche que j'utilisais, c'était, je disais, ouais, on a peut-être. D'ailleurs, accroche que vous dites ne marche plus du tout, ne faites pas ça. Ouais, j'ai peut-être des clients potentiels pour toi. Est-ce qu'on peut se mettre un call, tout ça? Alors qu'en vrai, c'était moi qui voulais vendre le truc. Mais après, avec Chris, on a discuté 2 heures, hyper bon match. Et on avait, la vérité, je l'assume, mais j'ai lancé plein de projets quand j'avais 16 ans. J'avais fait des trucs dans le dropshipping. J'ai fait plein de trucs. Mais à l'époque, moi, j'étais dev iOS uniquement. Tu vois, j'ai changé uniquement mon temps compte de l'argent. Je faisais du service et je cherchais à lancer un side business. Tu vois, pour commencer à décorréler une partie de mon temps, de mes revenus de mon temps.
Et donc, on avait créé un espèce enfin, c'était un projet qui s'appelait Backluna. Backluna, c'était des bandeaux, des trucs d'ASMR. Quand tu écoutes de l'ASMR, bah, tu mettais ça, j'avais lancé ça, et ça n'a pas du tout marché. Mais avec Chris, on s'appelait toutes les semaines, C'est ça. tous les on a samedis. essayé de le faire marcher quand même, tu vois. Ouais, Mais le seul client qu'on ait eu, je crois que c'est moi, qui a acheté le truc. C'était toi. Tu vois, pour voir si la boutique, c'était Shopify, La boutique Shopify a marché. Mais c'est ça pour vous dire que en fait, mais ce qui marchait bien, Chris, c'est qu'on avait un bon match. On pouvait discuter des heures tous les deux. C'était incroyable. Tous les samedis. Tous les samedis, on avait un call. Là où ça a vraiment commencé à marcher, c'est qu'un jour, je dis à Chris, écoute, regarde, faut qu'on se lance sur LinkedIn. C'est grâce à toi que je me suis lancé, sinon je me. Et j'ai dit, Chris, viens, fais tes posts. Mais j'avais pas envie. J'avais trop peur. Ouais. Et je me souviens, t'avais peur de faire de la vidéo. T'étais en mode, ouais, je suis pas allé, t'avais refusé un podcast avec le mec là qui a l'arbre, le mec du podcast avec l'arbre là. Comment ça s'appelle? T'avais dit, ouais, je voulais pas aller faire le podcast. Ah ouais, putain, j'avais refusé Benoît Dubos. Benoît Dubos. Mais parce que je savais pas, tu vois, dans mon business, j'étais un petit peu dans une période charnière. Je savais pas si j'allais continuer à faire du dev iOS, si j'allais me lancer à fond dans l'apport d'affaires, etc. Donc, j'avais préféré lui dire, ok, frérot, on va décaler peut-être le faire dans un an. Bon, après, je l'ai plus relancé, mais putain, c'était Scalesia, sa boîte. Il m'avait proposé. Et après, je t'ai fait un job pour moi. Je t'ai dit, vas-y, Chris, tu sais quoi, on fait un post LinkedIn tous les jours. On l'a fait. 3 mois plus tard, ça décolle complètement. Je me souviens encore de mon premier post. Je crois que tu me l'avais écrit. Le premier post, c'était par rapport à un truc iOS, une l'encoche, un truc comme ça. Tu m'avais fait un petit gif et t'avais mis mon logo qui est là. Exactement. T'avais mis, il faisait un petit clin d'œil. Ouais, exactement. Mais on pourrait l'afficher. Chaque post, voilà, on va l'afficher. Et chaque post, en fait, je mettais toute mon énergie dedans. Ouais. Tu vois, je voulais sortir à chaque fois le meilleur post. Maintenant, je publie plus en mode bas les couilles. Ouais. Un peu comme toi, tu vois, à l'arrache et tout. Et ça fonctionne très bien. Ouais. Mais en mettant beaucoup de quantité. Mais déjà, à cette époque-là, on savait qu'il fallait envoyer. C'était minimum un post par jour. Ouais, on faisait un post tous les jours. Et genre, 3 mois plus tard, je me souviens, je faisais 10K par mois, après, plus ou moins. Et j'avais fait mon pré-post, j'avais dit, ouais, je fais 10K par mois, j'ai 17 ans. Ça, c'était avant ou après qu'on aille au resto la première fois, dans ton village? C'était après. Je crois que c'était après. C'était après? J'avais dit à mes parents, je rencontre quelqu'un. Il y a genre 36 ans. T'avais 36 ans, je crois. Ouais, et tes parents, après, ils m'avaient remercié. Ils m'avaient dit, ouais, mais c'est trop cool et tout, Seigneur. Enfin, en fait, il voit personne, il sort pas de chez lui, il fait que des vidéos. Moi, la vérité, Chris, c'était la seule personne, première personne que je voyais dans la vraie vie, tu vois. Genre, moi, j'étais dans un tout petit village. Et même, je me souviens, dans le resto, la première fois qu'on s'est vu, t'étais ultra timide. Mais oui, j'avais même pas regardé dans les yeux. Non, tu n'osais pas me regarder. Et c'était incroyable. Enfin, et après, quand j'ai vu ton évolution, c'était monstrueux, tu vois. Ouais, ça évolue de ouf. Tu vas super vite, tu vois, dans l'apprentissage et tout. T'expérimentes par toi-même, tu vas ultra vite dans tout. En fait, j'aime bien dans la vie, genre, faire une seule chose et le faire bien et aller très très vite. Et après, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé sur LinkedIn. Et après, Chris, tu vois, je me souviens de toi, t'avais une mission chez Biloba. Chez Biloba, oui. Tu as été arrêté, c'était en septembre. Ouais, le projet. Et après, tu t'es mis full apport à faire. Et c'est là que ça a décollé et t'as fait 100K. Mais après, grâce à LinkedIn aussi. Ouais, exactement. Non, 100K. J'ai fait des mois, quelques mois à 100K, mais après, j'ai pas. Je suis plus autour de 60, tu vois, en recurring. Mais là, tu m'as clairement déposé. En fait, il y a moi, on était au même niveau pendant longtemps. Ouais. Je sais pas si tu te souviens. Et là, depuis que. Après, on va en parler. Depuis que je suis parti en Israël. Mais depuis que tu es parti en Israël. En fait, moi, c'est surtout par l'imprégnation que j'ai. Toute ma vie, Chris, en fait, la vérité, c'est que j'ai toujours été avec des gens plus intelligents que moi, qui ont beaucoup plus d'argent que moi, pour apprendre plus de choses. Et toujours me dire comment je peux apprendre quelque chose, tu vois. Comment est-ce que je suis la personne la moins intelligente de la pièce, tu vois. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'allais à Monaco, je passais par Nice, t'avais toujours un SDF dans l'aéroport. Frère, je te jure, je discutais 45 minutes avec lui. Genre, tu peux apprendre de n'importe qui. Genre, même de n'importe qui, tu peux apprendre. Moi, quand j'étais au Mexique, j'ai rencontré des gens qui étaient hyper pauvres, mais qui étaient hyper heureux. J'ai rencontré des gens j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu des choses incroyables. Les gens qui ont le plus de certitude sont ceux qui ont le moins d'expérience. En fait, si tu regardes les gens qui sont souvent genre ultra racistes, c'est des gens qui sont dans des tout petits villages qui n'ont jamais voyagé. Mais la vérité, c'est que si tu voyages et si tu regardes le monde comme il est, tu peux pas avoir la certitude. Tu te rends compte que le monde il est beaucoup plus complexe. Tu vois. On peut parler d'Israël, par exemple. Israël, tu vois, les gens ils se font une image sur Israël à cause des médias, tout ça. Mais la vérité, c'est que en Israël, tu as de toutes les nationalités et tout le monde s'en fout. Tu as des gens qui sont musulmans, qui sont catholiques, qui sont feuges, partout. Tu vois, en fait, et même moi, par exemple, je suis en période de conversion. Tout le monde m'a aidé, tout le monde m'a invité pour Shabbat, genre c'est incroyable. Genre c'est vraiment toutes les gens qui se font une image sur Israël, je dis prenez un billet d'avion et allez en Israël et allez voir la réalité de ce que c'est. Parce que c'est un pays qui est incroyable, mais ça on pourra en reparler. Du coup pour revenir après j'ai eu mes 18 ans, sur la fin de mes 17 ans, je faisais 35 000 par mois. C'était incroyable sur la boîte de mon père.
Genre, c'était Je me souviens. une période, genre, j'étais en mode, dans ma tête, j'étais milliardaire, tu vois, c'était ouf. J'avais un petit tableau, on pourrait afficher, où je mettais toutes les commandes, tout ça. Je bossais avec des freelance motion designers. Ah oui, je me souviens. Et un jour, en fait, T'as viré toute l'équipe. ouais, un jour, ce qui se passe, c'est que je me rends compte, d'ailleurs, je pourrais aller bien vous faire foutre si vous regardez ce podcast. Oh non. Allez bien vous faire foutre vraiment. Ah oui, ils avaient créé un Discord à côté. Ils avaient créé un Discord, ils faisaient des petits dessins de moi, ils se foutaient de ma gueule. Ah bah regardez maintenant où on est 1600. Allez vous faire foutre. Aujourd'hui, j'ai gagné plus d'argent que tous vous réunis, toutes vos familles. J'ai gagné plus d'argent que vous en gagnerez tout le reste de votre vie. On le laissera en montage, j'en ai rien à foutre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai viré tout le monde du jour au lendemain. Et là, je rencontre Emmanuel et David, qui sont incroyables, qui sont Que je connais en plus. Ouais, qui sont Sont designers et incroyables. motion designers. Ça fait 3 ans Big que je up bosse à eux. avec eux. C'est les meilleurs. Et c'est eux qui font nos vidéos. Et c'est pour ça qu'on a d'aussi excellentes vidéos. Là, c'est ce qui s'est passé sur mes 18 ans. Après, à mes 18 ans, là où Chris a intervenu et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, moi, j'étais encore chez mes parents. Toi, tu m'as dit, j'ai un appartement disponible. Donc, bam, direct 18 ans, je change d'appartement. Ça je suis oui, encore reconnaissant pour ça. T'as quitté le foyer J'ai familial quitté directement. très tôt. Et ça, après, ça m'a fait scale. Et après, voilà, j'ai commencé à monter à 50, 60 000. Mais est-ce que... Ouais, oui. Mais est-ce qu'on peut parler de LinkedIn un peu, tu vois? Bien Tu sûr. m'avais fait un PowerPoint et tout pour me convaincre de me lancer. Moi, j'avais pas du tout envie, tu vois. Et je peux dire que ça a changé ma vie, tu vois. Ouais, au début, en fait, moi, je me suis dit, LinkedIn, c'est un réseau social, il y a, je pense, beaucoup d'argent. Si on devient connu, moi, je me suis dit, peut-être il y a plein de gens qui sont connus, qui font plein de leads grâce à ça. Go le lancer avec Chris. Moi, j'aime bien, tu vois, on va se motiver tous les deux. Donc, je me suis dit, il faut que je convainque ce mec pour me convaincre aussi moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'avais envie qu'on se lance à J'avais deux. envie Je qu'on me le fasse à souviens, deux. tu vois, en mode un peu challenge, défi, tout ça. Exactement. Mais pour moi, LinkedIn, c'est une plateforme de boomers, tu vois, de mecs Ouais. ultra corpo, Ouais. en mode cher réseau, je vous annonce que je suis embauché par telle Ouais. boîte, tu vois, vachement dans les clous et tout. Et moi, c'est une image de merde que j'aimais pas. Et après, Ouais. je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça, tu vois, que dans réseau social, parce que LinkedIn est un réseau social, Ouais. t'as le mot social, Ouais, tu vois, et que t'avais des mecs qui parlaient normalement, bien sûr. enfin, tu vois, beaucoup plus chill, tout ça. Et je pense que ça passe par ça aussi, la vente, Ouais. c'est avant tout l'humain, tu vois. Bien sûr. Et pas en mode robotique, genre Ouais. cher réseau, tout ce bullshit, quoi. Après, moi, pour tout vous dire, je ne scrolle pas sur LinkedIn. Tu J'ai un scrolles truc pas je ne scrolle pas. Je passe 0 temps sur LinkedIn. J'aime pas les réseaux sociaux en général. Toi, mais, tu programmes tes posts à l'avance. Tu les fais en batch. Je l'ai fait exactement. Après, il faut te dire que moi, mes posts, il y a aussi un gros travail d'introspection avec tous les posts que j'ai fait où, en fait, moi, je suis très authentique. Genre, j'ai parlé de tous les sujets de ma vie, de plein de choses. T'as mis ouais, c'est toi qui m'as fait mettre des posts de voitures, tu vois, quand je cherchais Ouais. les voitures chez Turismo, etc. Ouais, Enfin, tu vois, vraiment sortir du cadre ouais, et exactement. commencer à mettre du contenu perso sur un réseau Exactement. pro. Exactement. Ça, je trouve ça drôle, tu vois, et ça, on le voit très peu sur LinkedIn. Mais Ouais. les gens aiment bien, j'ai Ouais, l'impression. bien sûr. Mais c'est du divertissement. Mais après, la vérité, ouais, ça a changé beaucoup de choses. Et après, sur mes 18 ans, premier gros contrat aussi qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, c'était SEMrush à mes 17 ans. SEMrush, ouais. Premier gros client. Ça a changé beaucoup de choses. Il y a des gens qui disaient que c'était fake. Il y a des gens qui disaient que c'était fake. On Et est après, d'accord. j'aurais mis un avis vidéo pour l'afficher au montage. C'était vraiment des enculés. En fait, il faut vraiment te Putain, dire. les gens, mais fait, faut vraiment te dire que- t'as toujours eu beaucoup de haters, toi, ou ça va? Ouais. Toujours. Mais en fait, en Mais France. t'es clivant naturellement, t'es un petit peu comme moi. Ouais, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de très authentique. Et en France, les gens, quand t'as de l'ambition, ils aiment pas. Bon, après, c'est comme ça. Moi, c'est pour ça que je suis parti de la France. Après, les gens, ils sont comme ça, la vérité. Ça fait combien de temps là que t'es parti? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que je suis parti en Israël. Ouais, Et avant, j'étais déjà plus beaucoup en France. Je voyageais beaucoup. Et là, t'as trouvé vraiment un point d'accroche. ouais, Israël, c'est un Israël. Israël, c'est un pays où je suis bien. Et la religion aussi, La religion, alors, on peut en parler. judaïsme. On peut en Parce que parler. ça te donne un cadre, tu disais. Exactement. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que être juif, c'est plus qu'une religion, c'est vraiment Un c'est état un mode d'esprit, de vie. un mode de Non, vie. c'est un mode de vie. C'est un mode de vie où tu fais Shabbat, t'as tout. T'as un cadre. Tout ce que tu peux retrouver dans le judaïsme, ça a du sens derrière. Et t'as vraiment un gros truc de dev perso. C'est hyper intéressant. C'est une communauté qui est incroyable. Genre quand Ah t'es oui, en mais ça, j'ai Israël, vu plein de fois. Hein. Ils sont super smart et tout, c'est Ouais. incroyable. mais c'est en dehors de l'aspect business, même quand t'es en Israël, les gens ils t'aident. Et genre, c'est un pays dans lequel je suis hyper reconnaissant parce que moi, je suis arrivé en étant non-juif, en étant en période de conversion. C'est Donc, ça. tu vois, et pourtant, les gens, ils en avaient rien à foutre. Ils avaient aucun jugement. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes qui savent, qui sont de la communauté juive, qui savent. J'ai jamais eu une seule critique. Tout le monde m'a invité aussi pour Shabbat. Ça, c'est incroyable. Et c'est un pays qui est magnifique. Voilà. Et j'en ai parlé publiquement sur LinkedIn. J'ai eu, bien évidemment, beaucoup de gens de la communauté qui m'ont dit putain, c'est incroyable. J'ai eu aussi beaucoup de haine. T'as des mecs qui ont pris
qui prenaient des faux rendez-vous, qui mettaient Free Palestine dans mon calendrier. Ouais. Mais bon, mais après, ça, c'est un sujet qui est délicat. Et en fait, les gens comprennent pas, arrivent pas à faire la différence entre la géopolitique et un pays, une communauté, une religion. Enfin, c'est un sujet qui est très complexe, on ne rentrera pas dedans. Mais moi, j'ai toujours assumé mes choix et je préfère qu'il y ait des gens, s'il y a des gens qui n'ont pas envie de bosser avec moi, tant pis, j'en ai rien à foutre des clients, j'en ai tout plein, mon agenda il est plein tous les jours. Mais tu peux pas plaire à tout le monde, hein, ça, de toute Bien façon. sûr. Tu vois, t'auras toujours des mecs contre toi, mais c'est parce que t'es clivant que tu vas justement attirer les bonnes personnes, tu vois. Ouais. Mais après, du coup, après sur mes 18 ans, là, je suis parti, je me souviens, dans l'appartement en Alsace. Et, Là, on se voyait. On faisait des promenades, tout ça, c'était toujours on habite juste très enrichissant. On se voyait beaucoup. Un break le vendredi pour faire du contenu, tout ça. C'est là qu'on avait appelé, on s'était mis à appeler Angèle. On avait appelé Yomi Denzel aussi. On avait appelé Yomi Denzel, il nous avait répondu. Il nous avait répondu dans la minute. Avec Casper. Casper, on a trouvé son numéro de téléphone. Et Casper, t'avais dit c'était qui l'avait cofondé à la base avant que ce soit... Casper, c'est le cousin de Jérémy Bendayan. Dans mes équipes, Youssef, qui est dans la famille aussi de Jérémy, enfin directement, je sais plus. Youssef, s'il voit cette vidéo, c'est le meilleur chef de projet, il est trop fort. Youssef, j'ai jamais rencontré encore. Youssef, il est en Israël, je viendrai quand tu viendras en Israël, il est très très fort. Je te dis, j'étais à Dubaï pendant 3 jours. Ça t'intéresse pas d'y vivre? Moi, j'aime pas critiquer, tu vois, c'est pas mon pays, c'est pas ma culture, mais c'est très superficiel et c'est aussi assez faux dans les relations. C'est tout l'inverse d'Israël, tu vois. Donc c'est pas un endroit où je me verrais vivre. Après, je respecte les gens qui sont là-bas. Mais après, je pense que Dubaï, ça attire vraiment toute la merde de ce monde. Ça attire aussi à Dubaï. Parce qu'en fait, Dubaï, t'as pas vraiment de règles. Donc tous les mecs qui font un peu du scam, ils vont là-bas, mais t'as aussi de très bonnes personnes. Moi, j'ai des amis à moi qui sont à Dubaï, c'est des très bonnes personnes. Ça dépend. T'as un peu de tout à Dubaï, comme dans tous les pays, tu vois. Mais moi, c'est uniquement. Moi, j'étais allé pour acheter une montre, par exemple, parce que j'avais trouvé un bon prix. Les montres, c'est un truc que j'aime bien. Et en plus, c'est pas très loin d'Israël. Et voilà. Ah oui, sur la chaîne, il y avait une des premières vidéos qu'on avait faites. Une des premières vidéos que j'avais faites. Où t'avais acheté ta Rolex. Ouais, c'était une Rolex Datejust 12005 que j'avais payée, j'étais trop content. C'était ma première Rolex. Ouais, chez Rémi des montres. Rémi qui est en face de l'ambassade d'Israël, justement. Ah oui, sur Paris. C'est vrai. Moi, j'ai une phase dans ma vie, tu vois, où même ça, c'est aussi avec la religion et beaucoup de choses, tu vois, où j'ai une phase très matérialiste, en mode je vais m'acheter tel et tel montre, tel truc. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus descendu là-dessus, où en fait, j'ai compris que, en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est juste que tu sois bien, tous les jours, tu sois bien. Et avant, j'avais mon Neymar, je l'ai toujours, mais j'étais pas, je prenais de la Ritalin à côté, j'étais pas forcément je faisais un peu n'importe quoi. J'ai vraiment une période de ma vie où je faisais n'importe quoi. Et après, je suis redescendu bien sagement dans la religion et maintenant, je suis bien en Israël, tu vois, mais voilà, j'ai mon ex-copine. Ouais, j'allais y venir là du côté, le perso, tu vois, je joue aussi beaucoup dans la vie d'un entrepreneur. Ouais. Enfin, le perso, après, je sais pas si on peut parler de pro-perso, tu vois, parce que pour moi, le pro-perso, enfin, il n'y a qu'une seule vie, il n'y a pas une vie pro, une vie perso, tu vois, c'est la vie tout court. En fait, généralement, quand tu dis que tu as une vie pro, c'est que tu as une vie claquée. C'est que ton taf, il t'intéresse pas trop. Mais après, ça dépend. Je pense que quand tu commences à avoir des enfants, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Mais... Et des enfants, toi, c'est un truc. Bon, t'as 20 ans. Moi, j'en ai 2, j'ai 38. Tu vois, on a 18 ans d'écart. Ouais. C'est beaucoup. Mon ex-copine, qui avait 32 ans, voulait avoir des enfants. Ouais, mon ex-copine. Mais est-ce que toi, t'en veux un jour? Ouais, bien sûr. Quand je serai milliardaire, avant mes 30 ans. Ah ouais, ça, on peut en parler. Mon but, c'est d'être milliardaire avant mes 30 ans. Mais moi, j'ai toujours dit que Célian Frey allait devenir milliardaire, tu vois. Ouais, c'est l'objectif. Et j'aurai un documentaire Netflix sur moi. J'ai raté ma vie si j'ai pas un documentaire Netflix sur moi. D'abord le documentaire enquête, enfin le enquête exclusive. D'ailleurs, il y aura un... Non, complément d'enquête. Complément d'enquête. Puis le documentaire Netflix. D'ailleurs, je déteste les médias. Genre, une fois, j'ai une meuf, si elle voit ce podcast, hein, vraiment, j'en ai rien à foutre, vous le laisserez, ultra de gauche, elle me fait une interview. Le call, tu l'avais pris dans ton lit? J'ai pris le call, je l'ai enregistré le call. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit, ouais, Célian prévoit de s'expatrier à Dubaï, je sais pas quoi. Alors frère, j'ai jamais dit ça, j'étais jamais allé à Dubaï. Oui, non, mais les médias sont très fourbes. Ils te font dire des trucs après pour déformer tes propos. Bien sûr. Il faut jamais parler aux journalistes. Jamais parler. Et après je pense que t'as aussi t'as Simon, j'ai plus son nom de famille, qui fait des podcasts sur parce qu'il est justement journaliste et qui fait des podcasts sur Israël, c'est un mec que j'adore, que je vais rencontrer bientôt justement. Lui, c'est un mec que je respecte beaucoup parce que il fait un travail pour moi qui est remarquable sur l'image d'Israël, tu vois ça, mais on pourrait mettre des extraits. Je connais pas. Et tu t'aimerais passer dans son podcast? Je vais faire, j'irai le voir en Israël. En Israël. Et aussi même dans les médias, la vérité, tu peux payer 2000 €, t'as un article, t'as un ça truc. c'est Forbes. Ouais, bien sûr. Les trucs Forbes. D'ailleurs, faut vous dire que tous les mecs que vous voyez, Forbes, 30, tout ça, c'est payé, ça coûte 50 000. Hein. J'ai vraiment, ne croyez pas. De toute façon, dans l'entrepreneuriat, il faut toujours comprendre un principe très simple, il faut privilégier le profit au prestige. Tous les mecs qui privilégient le prestige. Oh putain, ça on peut en parler, oui. J'ai fait HEC, c'est de la merde. Enfin, moi, le prestige, les gens ils cherchent le prestige de ouf, je le vois, tu vois. Ouais. Les mecs qui mettent auteur,
TEDx speaker, tout ça en bio. C'est de la merde. En fait, ils ont jamais fait le moindre euro. Tu vois, ils ont pas de clients. Ou alors ils ont investi 5 000 € dans une boîte et ils mettent investisseur. Donc là, après, il y a même pas de 18 ans où j'ai un peu découvert la vie. Après, sur mes 19, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est là où ma vie, c'était le loup de la street. Mais genre encore mieux, tu vois. Genre, Ah ouais, je me souviens, t'allais à Monaco en hélicoptère. C'était incroyable. Tu te posais sur l'héliport de l'hôtel. En vrai, la vérité, je te dis, ça coûtait 200 €. Ça coûtait 200 € de Nice. Oui. De Nice à Monaco. D'accord. Et après, j'allais à l'hôtel de Paris, qui est l'hôtel le plus cher de Monaco. Ah, il n'y a pas d'héliport sur l'hôtel de Paris. Il n'y a pas. Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai rencontré beaucoup de monde. D'ailleurs, Monaco, c'est un endroit où j'ai rencontré beaucoup de monde très très riche qui n'était pas forcément plus heureux que ça. Il y a beaucoup de cocaïne, beaucoup de. Et tous les vices que tu retrouves. Moi, la vérité, c'est que les endroits type Paris, Londres, Monaco, Dubaï, c'est pas des endroits où je me sens à l'aise. Parce que c'est dans des endroits où tu es très jugé sur la voiture que tu as, la montre que tu as. Alors que pour moi, une voiture, genre, c'est un kiff. Mais c'est pas en mode. Tu vois, quand t'es à Londres, t'as un peu ce truc-là de vas-y, tu veux montrer. Moi, je m'en branle, moi, j'aime bien les montres, mais c'est pour moi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que les voitures, les endroits comme quand j'étais à LA, quand j'étais à Cancun, au Mexique, ou quand j'étais. Même quand je suis en Israël, je me sens bien parce que les gens, ils en ont rien à foutre. Tu vois, tu peux t'habiller comme tu veux, les gens, ils s'en foutent. T'as pas d'ego, mais même à Paris, t'as toujours un peu ce côté-là, tu vois, de tu veux prouver. Et pour moi, ça, c'est le plus gros combat qu'on a dans la vie, c'est sur soi-même. C'est sur son propre ego. Et ça, c'est un trait que moi-même, j'ai dû faire parce que moi-même, à une époque, j'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, j'achetais des trucs chers pour les mettre, mais je m'achetais des habits très chers. Ouais, je me souviens. Louis Vuitton. Parce que j'avais pas confiance en moi. Ah oui, je me souviens des trucs Vuitton. Ouais, ou Prada, des trucs comme ça, je mettais. Parce que j'avais pas confiance en moi et du coup, je voulais montrer, je voulais prouver, tu vois. Mais ça, c'est des périodes. Et dans la vie, bah, tu as des étapes et ce qui compte, c'est de pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Et voilà. Ouais, mais toi, tu itères très vite, en fait. Et tu comprends. Tu vas très très vite dans ton apprentissage, tu vois. Là où quelqu'un de normal, entre guillemets, prendrait plusieurs années, toi, tu itères, tu fais des itérations de 2 semaines limite. Bah, par exemple, j'ai appris l'anglais en 6 mois. Ah oui, ça c'est ouf. Je suis parti de 0 et 6 mois plus tard, j'ai rencontré mon ex-copine. Et après, j'ai fait 1 an de relation avec elle en que parlant en anglais. Mais l'anglais, en fait, ça c'est incroyable parce que moi, mon fils, j'ai un fils de 12 ans. Là, il est au collège, il est rentré en 6e, Nino. Et en fait, il apprend l'anglais. Et tu vois, et quand je vois ce qu'il apprend, on lui demande d'apprendre des trucs par cœur, tu vois, la grammaire, tout ça. Et j'ai dit, en fait, Célian, il savait pas parler anglais. La vérité, c'est il a closé pour 1 million de deals en anglais alors qu'il parlait pas anglais il y a 6 mois. Et il parle, voilà. Et il parle mal, il parle pas très bien anglais, mais il arrive à se faire comprendre. Et c'est ça pour moi. Parler anglais, tu vois, c'est de closer des deals, c'est de se faire comprendre. Regarde, je viens de te présenter ma prof d'anglais, prends-le, tu vas faire un truc. J'ai pris ma prof d'anglais, je l'ai pris pour ma sœur. Mais je la connais. Comment elle s'appelle nouveau ? Elle s'appelle Sue. Elle vit elle est à Miami, mais elle est aussi à Londres, elle est entre les deux. Tu vois, regarde. Mais non, mais pour apprendre l'anglais, en fait, il faut parler anglais. C'est tout, il faut parler, tu vois, avec une personne. Ton fils, tu vas lui prendre 2 heures de cours. Quand il aura 18 ans, il parlera parfaitement anglais. Vous comprenez que les Français, on doit être quoi, 3% dans le monde. Donc si tu parles pas anglais, c'est de la merde. Les cours de Nino en anglais, c'est claqué. Non, mais tu vois, ils font des. Et en fait, on les décourage. Tu vois, on leur enlève toute leur confiance parce qu'on va les juger, on va leur enlever des points s'ils font des fautes dans des fautes d'orthographe ou de conjugaison, d'auxiliaire. Et toi, tu sais même pas. Mais en fait, même en français, si tu regardes mon vocabulaire, il est même pas. Non, mais en français, c'est très bien. Mais en anglais, on s'en fout en fait. L'essentiel, c'est de te faire comprendre et de comprendre. Exactement. Que toi, tu comprennes en face et que tu te fasses comprendre. Exactement. Et la plus grande preuve que tu sais parler anglais, c'est que tu closes des deals en anglais. Exactement. Et moi, j'avais parlé à plein de meufs. Quand j'étais au Mexique, j'avais parlé à plein de meufs juste avec mon niveau d'anglais. Tu vois, ce qui compte, c'est ça. T'as plein de mecs qui sont comme ça avec leur accent anglais de merde. Mais ça, c'est encore une fois un truc de prestige. C'est un truc de prestige, tu sais. Les gens qui te corrigent, tout ça, enfin, qui te disent... En fait, ils ont des gros égos. Je pense que t'en as qui te corrigent, non, quand tu parles anglais. En Israël, ils en ont rien à foutre. Mais la vérité, c'est que si tu regardes combien ils ont fait d'oseille avec l'anglais, c'est pourri comparé à toi. Les gens qui critiquent, c'est tout le temps des gens qui n'ont rien fait dans leur vie. Tu disais quoi ? Il y avait un truc que tu disais, les gens qui critiquent le plus sont les plus critiquables. Ouais, genre vraiment. Vrai, un mec qui va te critiquer sur l'éthique, t'as une chance sur 2 qu'il a des enfants dans sa cave, tu vois. Ouais, mais ça, c'est les gens de gauche, d'ultra-gauche et tout, c'est horrible. Pour moi, c'est le cancer de ce monde, tu vois. Tout ce qui est éthique, mais enfin exacerbé, toujours les mecs qui parlent de valeurs. En fait, les mecs c'est des mecs qui en ont pas du tout. De valeurs humaines, d'éthique, de planète, d'éco-responsabilité. Ouais, souvent c'est les plus critiquables, tu vois. Et vice versa en fait. Hein. Et les mecs qui paraissent pour des gros connards, des fois comme nous sur les réseaux. Après, on nous dit qu'on est plutôt sympa dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Et même moi, je m'en fous d'être sympa ou pas. Oui, moi aussi. Ce qui compte, c'est juste mon métier, c'est de faire des vidéos de présentation. Les clients, ils sont contents. Et voilà, moi, la plus grosse fierté que j'ai, c'est surtout mes équipes, tu vois,
le fait que tu vois des mecs comme David ou Emmanuel, à la fin de l'année, ils m'envoient un message, ils me disent, tu vois, Emmanuel, je lui ai payé un tour sur circuit en 911, tu vois. Ah oui, il a kiffé. Là, il a pas encore fait. Il était content, je pense. Et ouais, je lui ai offert ça pour Noël. Enfin, et c'est ça, c'est une fierté de ouf. Et le fait d'avoir des mecs comme David, mon designer, qui sont fiers de bosser. David, mon designer, il publie des posts sur LinkedIn, il a plus de 10 000 abonnés, il est super fier de bosser chez 1100. Ça, c'est une de mes plus grosses fiertés d'avoir réussi à créer une boîte où les gens sont fiers. Et c'est vraiment une belle personne, hein, que ce soit Emmanuel et David, je les connais. Ouais. T'as Jean aussi, parlons de Jean. Tu te souviens, je l'avais. C'est Jean qui normalement, il devait bosser avec moi. Et finalement, après. Ouais. Moi, je savais pas, tu vois, si je voulais un. Et finalement, c'est moi qui l'ai pris. Mais il est smart, j'avais remarqué qu'il était smart direct, tu vois. Très smart, très intelligent. Et c'est un mec qui a une éthique de travail monstrueuse. C'est-à-dire que j'ai eu des situations, tu vois, une fois, je devais le payer, je lui avais envoyé trop d'argent, je m'étais pas rendu compte. Il m'a dit, sinon, tu m'envoyais trop. Par rapport à ça. Genre, il a une éthique de travail incroyable. C'est un mec ultra carré. Tout ce qu'il dit, il le fait. Ça fait 2 ans et demi qu'on bosse ensemble. J'avais remarqué, il a bossé avec moi sur la formation un petit peu. Il prenait des calls après, tu sais, enfin. Je vois, et après, je voulais lui donner un peu plus de responsabilité, tout ça, dans mon programme. En fait, c'est un peu l'inverse de moi. Il a 10 ans de plus que moi. Il est quelqu'un de très calme, très posé, qui parle très peu, mais qui fait beaucoup, beaucoup. Et qui est très dans l'opérationnel. Au début, il était chef de projet. Et maintenant, il gère tous mes chefs de projet. C'est le CEO, un peu? Ouais, on pourrait appeler ça comme ça. Après, moi, les titres, encore une fois, c'est du prestige. Dans mes équipes, je peux aussi parler de Léo. Léo qui bossait chez Sun Magic justement avant. Il est rentré en août. Il a closé un demi-million d'euros de deal en 6 mois. Genre, d'upsell. Donc, il faut que tu te dises que c'est que des upsells en plus. C'est très, très fort. Qui est monstrueux. Et on fonctionne qu'à la com, tu vois, avec lui. Il fait un travail incroyable. Il a quel âge, lui? Il a 22 ans, je crois. Il a 2 ans de plus que moi. Très, très fort. Et tu sais qu'à côté de ça, il est mannequin chez Louis Vuitton. Non. Genre, à côté de ça, il le fait. C'est un BG. C'est un mec, il est mannequin à côté. Il a sa copine qui est en Pologne. Il a appris très, très vite. C'est un mec qui est très, très smart. Et tu sais quoi? Je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Non. Et je le vois pour la première fois là ce mois-ci. On s'est jamais vu dans la vraie vie. Et vous voyez où? On se voit à Tel Aviv. Justement, je suis en Israël. C'est ça qui est ouf aussi avec le full remote. C'est que là, actuellement, tu as Jean qui est à Bali actuellement. Ah, il est à Bali, lui? Il vit à Bali? Non, il fait tout le tour il fait tout le tour de. Bon, Bali, c'est un peu un truc de branleur, mais pour le coup, Jean, lui, il bosse à 100%. Non, mais ça va, c'est comme partout. Enfin, Ouais, non, mais Bali, pour le coup, c'est un truc de branleur, par contre. Genre, vraiment, c'est un endroit où les mecs. C'est souvent des mecs qui ils touchent les allocations du chômage et ils vont là-bas et ils mettent. Enfin, t'as compris. Ou c'est un peu le Dubaï des pauvres, tu vois. Genre, les mecs qui n'ont pas assez d'argent pour Dubaï, ils vont à Bali. Mais ce qui n'est pas le cas de Jean, justement. Et après, t'as Léo qui est en Pologne, t'as Emmanuel qui est en France. Ouais, toi, t'as une boîte full remote. T'as Youssef, mon chef de projet, qui est en Israël. Comment t'arrives à faire fonctionner tout ça, le full remote? T'as des process? Sur WhatsApp. Chacun sait quel est son rôle, etc. Ouais, en fait, du coup, j'ai mes chefs de projet qui managent tout. J'ai Jean qui est tout en haut qui manage toutes les équipes. On a tout un process. On a tout sur Airtable. Donc, tous les prospects, dès qu'ils rentrent, on organise tout. Jean, en fait, à la base, c'était un développeur. Donc, il organise tout est carré. On sait au bout de combien de temps un projet est délivré. Désormais, on prend que du paiement en avance, ce qui est beaucoup mieux d'un point de vue trésorerie aussi. Tu fais payer sur Stripe maintenant? Payer sur Stripe, exactement. C'est un des meilleurs. Stripe, c'est incroyable. C'est une des meilleures choses. Et la dopamine que tu as à chaque notif, ouais. C'est trop bien. Maintenant, j'ai essayé de me détacher un peu moins de l'argent. J'ai essayé de me détacher un peu moins de l'argent et de plus me dire, ok, c'est quoi ce que je fais à la fin du mois, c'est quoi ce que je fais à la fin du trimestre, et surtout c'est combien que je dépense aussi, c'est quoi le profit mais vraiment. paradoxalement, t'as jamais fait autant. J'ai jamais fait autant. Mais maintenant, j'essaie de me dire que une bonne journée, c'est une bonne journée où j'ai fait toutes mes, tu vois, de me remettre à lire des livres. Parce qu'en fait, c'est la consistance aussi qui fait. Et quand on essaye de trop en vente, enfin en tout cas dans mon métier, quand on essaye de trop vendre. C'est un jeu illimité en fait. En fait, c'est pas forcément la meilleure chose. Moi, le focus que j'ai actuellement, c'est faire les plus belles vidéos possibles. Ce qui d'ailleurs m'apporte une vidéo que j'ai fait pour Gojiberry par exemple, ça fait 800 000 impressions. Mais on sent que tes vidéos, elles ont quelque chose de réellement impactant. T'as progressé de ouf, tu vois. Ouais. Dans la qualité visuelle de tes vidéos du motion, ça fait 4 ans que je fais la même chose. Ouais, mais il y a eu un shift à un moment donné, tu vois. Enfin, moi, je l'ai remarqué de l'extérieur. Je saurais pas dire quand exactement, mais là, ça fait 1 an que tes vidéos, elles sont complètement incroyables. Dernier contrat qu'on a fait, c'est avec Page, justement, qui est une voix off exceptionnelle, qui en fait depuis 40 ans. C'est ouf d'avoir Page, ouais. Et en fait, j'ai tout misé sur faire les meilleures vidéos possibles, et on ne fonctionne qu'à la recommandation. C'est-à-dire qu'on ne fait ni ads, ni prospection. Et même au contraire, aujourd'hui, j'ai des prospects en call. Je leur dis pourquoi je voudrais bosser avec toi et pas avec un autre client. Genre, vraiment, limite, j'inverse le truc. Tu vois, genre, c'est le mec qui doit se vendre pour prendre une vidéo chez nous. Et là, les prix sont à 4 000 €. Je vais encore les augmenter. J'ai d'ailleurs augmenté le prix des options aussi, là, il y a 2 jours. Putain, de 380 €. Ouais, tout au début. Et à chaque fois, j'ai augmenté. 3 990. Ouais, 3480. 3480 3400 sans option. Après, t'as la voix off, t'as pas mal de choses que tu mets en option. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que d'ici peut-être 6 mois, 1 an, ce sera 10 000 € la vidéo chez 1600. Et en fait, maintenant, ton avatar client, c'est clairement les SaaS. C'est que les SaaS, ouais. Que les SaaS. Que les SaaS.
On a signé Tu avec fais plus Crisp dernièrement aussi. Crisp, Très grosse boîte. Ils ont lancé un SaaS qui s'appelle Hugo. On a des boîtes de iCombinator aussi qui ont signé grâce à Gojiberi qui a été mis sur Twitter. 800 000 impressions. On a signé une vingtaine de clients aux États-Unis. Les mecs aux US, ils viennent, ils me disent je veux 3 vidéos, 12 000 euros, paiement Stripe. En une seconde, ça fait. Moi, j'ai vu, il y a un mec, t'as même pas fait de call avec lui. Ouais, il paye direct. Genre, il me dit Maurice, on do payment. I do. What is the next step? Tu vois, ça, c'est les gens smart. Ils vont vite, ils savent ce qu'ils veulent. Après, c'est aussi parce que les Américains ont une perception de l'argent qui est très différente. Les Américains, c'est très transactionnel. Ouais. Ils testent. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent, il faut même pas tellement te dire j'ai un website qui convertit. Non, c'est juste, ils viennent, hop, je paye. Ils négocient pas. Ils viennent et je paye. J'ai aussi beaucoup de clients en Israël. Là, c'est très différent. Les gens font plus attention. Mais en Israël, par contre, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde se connaît. C'est-à-dire qu'en Israël, tu signes un mec, il s'en apporte vraiment 20. Petite dédicace à ma prof d'anglais, qui avait un Israélien il y a 3 ans. Elle en a 70 aujourd'hui, que avec de la recommandation. Genre en Israël, tout le monde se connaît. Ouais, c'est très communautaire. Tu fais du bon travail en Israël, tu signes tout le monde, tu signes toute la communauté. Surtout chez les Français, tu vois. Même de la religion, si on peut en parler. Moi, c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie. Ça doit faire 1 an. Avant, j'étais pas du tout religieux. Et moi, ça a changé ma vie. Le judaïsme, ça a changé beaucoup de choses. Le fait d'être en Israël aussi, c'est vraiment un endroit où je me sens bien, où les gens ils sont chill, ils sont heureux. Et moi, je suis persuadé que, en fait, si tu veux être heureux dans la vie, il faut que tu viennes dans un endroit où les gens ils le sont aussi. Et en fait, le problème que j'avais en France, tu vois, quand j'étais en Alsace, c'est qu'en Alsace, t'as ce truc-là, même ici à Paris, t'as ce truc-là où, genre, en fait, tu vas dans un resto, le serveur, tu vois que les gens, ils ont un mal-être. Tu te souviens à le serveur. Ouais, exactement. Avec l'anglais et tout. Enfin, il t'avait jugé sur ton anglais. Ouais, exactement. Genre, pourquoi? Après, il parlait avec son accent et tout. Ouais, exactement. Beaucoup d'arrogance en France, beaucoup d'ego. En fait, c'est fou. Hein. Et depuis que j'ai déménagé, je me sens beaucoup mieux en Israël. Les gens, ils sont. Alors, pour le coup, les gens, quand tu vas rester là-bas, les gens, ils en ont rien à foutre. Genre, on est vraiment au Moyen-Orient, c'est notre culture. Mais par contre, quand t'as un problème, genre, vraiment, dernièrement, j'ai quitté mon ex-copine, mais genre, je l'ai dit, t'as tout le monde qui est venu chez moi alors que tu vois, j'avais rien dit. Même des gens que je connaissais, je l'avais vu 2-3 fois. Tu vois, les gens, ils t'aident. Là, j'ai déménagé. T'as tout le monde qui m'a dit, vas-y, je viens, je t'aide à ça. Je trouve le canapé, je trouve le truc. Tu vois, c'est incroyable. L'entraide qu'il y a en Israël, c'est une des plus belles choses au monde. Et ce qui est beau avec Israël, c'est que, en fait, t'as toutes les religions là-bas. T'as toutes les religions, t'as des Russes. Ouais, je savais pas qu'il y ait des musulmans. Ouais, t'as 20% des gens. T'as 20% des gens à Tel Aviv qui sont musulmans. Tu vois, t'as une plus grosse mosquée. Ouais, la plus grosse mosquée à Tel Aviv. C'est ouf. Mais ça, les médias, ils nous cachent ça un petit peu, tu vois. T'as bricolé un petit truc rapidement pour mettre un drapeau. J'ai le drapeau des États-Unis, le drapeau d'Israël, parce que j'aime beaucoup les États-Unis. Mais en fait, Israël, c'est quasiment les États-Unis, non? C'est quand t'es en Israël. C'est très relié. C'est très relié. C'est très américain. T'as beaucoup d'Américains. Est-ce que la plupart des Israéliens parlent français ou c'est juste Non, alors tu vois, t'as une petite communauté française. Okay. Je crois qu'on doit être 500 000. Sinon, ça parle quoi? Hébreu? Ça parle hébreu. Je suis en train d'apprendre l'hébreu, qui est une langue qui est assez. C'est pas très complexe d'ailleurs l'hébreu, mais dernièrement j'ai fait Shabbat à Ben Shemesh, qui est une ville ultra religieuse. Ça m'a vraiment fait du bien parce que tu vois, pendant 24 heures, du coup, tu touches pas ton téléphone. Ça fait vraiment du bien Shabbat. Et c'est là Shabbat, c'est tous les vendredis? Tous les vendredis, exactement. Tu fais rien. Vendredi soir. En fait, c'est le jour de congé, quoi. Ouais, tu vas avec des amis, tu fais dîner de Shabbat. C'est vendredi, samedi, le week-end? Ouais, vendredi, samedi. Vendredi, le soir, quand t'as les 3 premières étoiles, et ça se finit le samedi soir, quand tu commences de nouveau la nuit. Okay. Et Shabbat, c'est vraiment un moment où du coup, tu vois, moi j'ai plein de gens qui m'invitent tout le temps pour Shabbat, et du coup, t'as pas ton téléphone, et du coup, tu te connectes vraiment avec les gens, tu discutes jusqu'à 2-3 heures du matin, tu passes des moments qui sont incroyables, et ça te permet vraiment dans la semaine de couper, tu vois. Et en fait, où tu dis que dans le judaïsme, t'as vraiment du sens, en fait, derrière. Mais dans toutes les religions, elles sont ultra belles, et pour moi, c'est dommage qu'aujourd'hui, les religions, c'est devenu un sujet tabou, et que. Mais ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, pour moi, ça a changé ma vie, ça m'a apporté beaucoup de belles choses. Mais toi, tu partais un petit peu dans tous les sens, j'ai l'impression, et que ça t'a mis un cadre, tu vois, t'étais quelqu'un... Ça m'a mis un cadre. Ça m'a mis un cadre donc si ça t'aide, c'est génial, quoi. Alors si on reprend l'historique de où on en était et comment t'as pu monter comme ça à 200 actuellement, à 200 cas par mois, c'est quoi les grosses étapes qui ont fait que, tu vois, les grosses milestones comme ça? Les 2 grosses étapes. Il y a l'étape numéro 1, c'était en septembre dernier quand j'ai déménagé en Israël. Parce que avant, en Alsace, je me sentais pas forcément très bien. Tu te sentais pas très bien en France? En Israël, j'ai connecté avec beaucoup de monde. Ça a tout changé. Genre, j'ai vraiment commencé à scaler ma boîte là. Et deuxième truc, c'est depuis que je me suis séparé de mon ex-copine, tu vois, qui justement n'était pas feuille, donc tu vois, c'était compliqué par rapport à la conversion, tu vois. Donc bref, il y a plein de sujets, tu vois, pour la raison que j'ai arrêté. Mais en fait, ce qui m'a permis dans la vie de vraiment passer de la next step des 100 000 euros par mois ou 200 000, c'est de... En vrai de vrai, ça fait un peu bullshit de faire ce dit comme ça, mais c'est surtout de voir la réalité en face. D'accepter que,
Tu vois, il y a des moments où je dépensais beaucoup trop, bah, d'accepter de te dire, ok, là, je dépense beaucoup trop, là, je fais de la merde. Et tu vois, avant, je préférais me dire, vas-y, je regarde pas, et je continue à faire plus d'argent, tu vois. Et c'est vraiment en me posant sur les sujets que je n'avais pas envie de voir que ça a changé. Mais après, la vérité, je te le dis, le travail d'agence, c'est un travail de long terme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tous les mois, je sais que je fais pas un mois en dessous de 200 000 actuellement, tu vois. Je sais que c'est impossible. Depuis que j'ai dépassé la part, tu vois. Tu peux pas redescendre. Parce que t'as tout le temps les clients qui reviennent. Dur. En fait, c'est super agréable de monter, mais quand tu redescends. Mais tu redescends là, pas en chiant. agence. En fait, en agence, tu redescends pas parce que t'as toujours de l'upsell, t'as toujours des mecs qui reviennent pour des vidéos, t'as toujours plus de recos. Donc c'est. À la base, j'étais en mode, ouais, faut faire 1 million par mois, 1 million par mois. Ça ne viendra pas tout de suite, mais. Ah, ça va venir. Hein. Je pense plus rapidement que tu le penses. Tout doucement, ça va venir. Et moi, en attendant, ce qui continue, c'est faire de bonnes vidéos, faire un travail qui est exceptionnel. Est-ce que tu sais actuellement comment tu vas aller faire les 1 million par mois? Est-ce en que tu as une roadmap? En fait, en continuant ce que je fais actuellement. Donc, il faut que tu te développes là. Exactement. Donc là, je continue à recruter. J'aimerais bien recruter un storyteller, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois. Recruter un storyteller, recruter de nouveaux motion designers et designers. À côté, j'ai 2 projets en side que je fais qui est 1200 et 160. Donc 1200, c'est une agence. Alors, je ne l'ai même pas encore lancé officiellement. J'ai déjà legal start en client. Donc en fait, 1200, c'est genre. C'est les websites? Non, c'est des ads. C'est que ads. Des vidéos ads. Oui, et legal. 160, c'est les websites? Et 160, c'est des landing pages. Et c'est des agences aujourd'hui que je ne mets pas spécialement publiquement en avant parce qu'en fait, elles sont réservées à mes clients actuels. Donc il faut que tu nous prennes une vidéo de présentation. Ça, c'est du shadow. Exactement. C'est ce que Mathis Clouet il dit, tu sais, toujours avoir des offres en shadow. Et je te dis la vérité, c'est aussi ce qui m'a permis de dépasser les 200 000 par mois, c'est de re-upsell là-dessus. C'est vraiment le panier moyen. En fait, dans le business d'agence, c'est le panier moyen qui compte. Aujourd'hui, c'est impossible de signer, comme au McDo, de faire 300 commandes par jour. Il faut augmenter tes prix, signer des clients qui ont vraiment envie de bosser avec toi parce que c'est toi. Et ce qui compte, le plus important dans le business, c'est l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais et la confiance que tu crées avec les clients. Quand tu as la confiance d'un client, tu lui fais une première vidéo, elle explose, il te reprend 20 000, 30 000 de vidéos facilement et il te recommande à tout le monde et c'est comme ça que ça fonctionne le business d'agence. Il n'y a pas de secret de « moi je crois pas à la prospection, je crois pas aux ads, je crois juste au fait de tu fais du bon travail et les gens ils verront par eux-mêmes. » Et surtout, alors après je dis ça, la vérité c'est très simple dans mon métier parce que je fais de la vidéo. Donc t'as compris, tu vois facilement. Mais quelle place tu donnes à LinkedIn dans ta réussite de ton agence 2600? Au début, ça t'a aidé? LinkedIn, ça m'a aidé à décoller. Et après, ça a été quoi, du bouche à oreille? Aujourd'hui, beaucoup de bouche à oreille. Et LinkedIn, ça m'a quand même beaucoup aidé, surtout dans le recrutement aussi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, aujourd'hui, je ne crois pas au fait que tu arrives à recruter des mecs en vas-y, je te paye tant le temps. Non. Quand le mec, il se sent vraiment intégré dans la boîte, qu'il y a une histoire, qu'il connaît, tu vois ce que je veux dire? Il faut de la vraie culture d'entreprise. Moi, les mecs, quand je recrute un machine designer, je lui dis écoute, c'est très simple. Il y a 4 ans, j'avais un PC à 500 €, j'avais 300 € sur un compte PayPal, j'avais rien du tout. 2 ans plus tard, j'avais la plus grosse agence vidéo en France. Mon but, d'ici les 10 prochaines années, c'est de créer la plus grosse agence vidéo au monde. Est-ce que tu veux faire partie de cette histoire ou pas? C'est ça ce que je dis. Si le mec, il est en mode ouais, je sais pas, vas-y, je le prends pas. Mais si c'est un mec, et il y a que des mecs dans mes équipes, les gens qui ont eu l'occasion d'échanger avec mes équipes le savent, il y a que des mecs ils ont une implication genre énorme. Et ça, c'est très, très, très compliqué à trouver. Pour trouver un mec comme Emmanuel, à qui je suis associé actuellement, tu vois, à qui je vais être associé, il t'envoie passer du monde, tu vois. Et c'est très, très compliqué de recruter. Mais une fois que tu as les bonnes personnes. Le recrutement, on dit souvent que c'est le truc le plus difficile dans une boîte. C'est le truc le plus compliqué en agence. Hein. Parce que la vérité, trouver des clients quand tu fais de bonnes vidéos, c'est pas très compliqué. Là, tu recrutes quoi en ce moment Toujours comme poste? Designer, motion designer, chef de projet. Et je cherche un storyteller aussi. Pour faire quoi, le storyteller? Storyteller, c'est juste que c'est un nouveau type de profil que j'aimerais bien chercher. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui arriverait à trouver une approche différente sur nos vidéos pour avoir plus de créativité. Ah oui, parce que là, tu suis toujours une structure identique. Ouais, une structure qui marche extrêmement bien d'ailleurs. Hein. Tu parles du problème, de la situation de la boîte. Ouais. Après, tu poses une question. Voilà, nous avons la solution. Avec Page, on commence doucement à changer. Je me dis qu'avoir quelqu'un, Page qui est quelqu'un d'exceptionnel d'ailleurs, qui a 68 ans, un truc comme ça, ça fait 40 ans qu'il fait de la voix off. Il a bossé dans plein de jeux vidéo, dans plein de films. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui de l'avoir sur toutes les vidéos. Toute personne qui nous commande, c'est lui qui fait toutes les voix off. Et les voix off en anglais? Les voix en anglais, j'ai un mec à LA qui fait toutes les voix en anglais, qui est un peu le Page, mais version américain, qui est excellent. Et voilà. Et là, on continue beaucoup à développer le marché US. Ça se développe très, 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 très vite. On a signé Juicebox. Ils ont levé 36 millions. C'est une boîte dans A Combinator. Ils sont venus, ils ont signé en 2 secondes. Et eux, ils vont nous apporter aussi pas mal de monde. Enfin, on continue de jouer avec les États-Unis. C'est allé avec un seul post sur X. Genre, ça a décollé complètement. Et du coup, tu t'es lancé sur X aussi? Je me suis lancé sur Twitter. X/Twitter.
Mais il te faudrait quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux aussi, non, je pense. Non. À un moment, non, tu veux garder la main là-dessus? Je pense que je vais même faire un compte sur Twitter en mode ultra clivant. Ultra Ouais, clivant. on change pas les recettes qui fonctionnent. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Moi, j'ai percé sur LinkedIn, clivage, tu vois, CDI freelance, etc. Ouais. Toi, t'as percé aussi comme ça. Ta fameuse phrase j'ai 17 ans et je fais ci, ça, cela, tu vois. Ouais. J'ai mal à ma France, j'ai 17 ans. Tu te souviens de ces accroches? Et d'ailleurs, t'as un rabbin qui a fait un post sur moi. Il s'appelle Ethan. J'ai fait Shabbat chez lui, il a fait un post sur moi. En fait, les gens. Le jeudi, c'est vraiment une religion qui est incroyable. Ouais, c'est ouf. Mais j'ai vu plein de posts passer de toi, de juifs sur LinkedIn, etc. Tu vois, et d'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te reconnaisse à Tel Aviv? Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Dans la communauté française, tout le monde se connaît. Alors demain, je pense qu'on va tourner la vidéo du RS7. Toi, est-ce que t'as hâte de le tester? J'ai très hâte. T'aimes bien quand même. Toi, t'es pas fan des voitures, mais t'es fan de... Moi, je suis fan d'accélérer et de faire le coup. T'es fan de l'adrénaline. Je suis fan de l'adrénaline. Moi, tout ce qui donne de l'adrénaline, j'adore ça. RS7, c'est assez fort. Ça accélère assez fort. Mais demain, je vais pouvoir essayer. Parce que maintenant, j'ai le permis mexicain. Et c'est valable en France. Et qui fonctionne en France. T'es sûr, tu me le certifies? Ah oui, je le certifie, je peux le demander à ChatGPT. ChatGPT, ça devient la vérité, frère. Et moi, je crois beaucoup au retour des vidéos un peu pourries, tu vois. J'ai une chaîne YouTube, justement. Allez la voir. La transition. Frère, je fais 30 vues par vidéo actuellement. J'en sais pas. Ah, mais t'étais sur une bonne lancée au début. J'étais sur une bonne lancée. Tu donnais plein de valeur tous les jours. Ouais. Et t'as arrêté? En fait, c'est chaud, tu sais, c'est comme LinkedIn, il faut continuer. Mais je vais faire des vidéos, des vidéos plus poussées maintenant. Parce qu'en fait, les vidéos où je donne de la valeur comme ça, en fait, c'est bien, mais je vais faire des vidéos un peu plus poussées avec plus de montage. Je vais en faire genre une par semaine. Et c'est sur quoi? Sur l'agence 1600, tout ça? Je sais pas, mais je vais faire des vidéos. Depuis que j'ai 10 ans, à 10 ans, je faisais déjà des vidéos YouTube. Je faisais des vidéos sur Minecraft, je faisais des tutos. J'ai toujours adoré YouTube. Moi, au début, je voulais être YouTubeur. C'était ça mon rêve. YouTubeur? Je disais, ouais, je vais être YouTubeur. Ah, mais YouTubeur, ça paye pas assez. Ça fait pas d'oseille, en fait. Faut jamais faire. C'est ce que je veux dire. À part si t'es MrBeast ou. Même, attends, je crois que Thibaut InShape, c'est le plus gros YouTuber en France. Je crois que sa boîte, elle fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il doit faire beaucoup plus. Annuel. Non, mais la vérité, il doit faire beaucoup plus. Oui, parce que lui, il accepte un petit peu de vendre, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec les vues organiques, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Moi, je connais les contrats. C'est 250 000 euros pour des trucs sponsorisés. Les mecs qui prennent par vidéo, les gros youtubeurs, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Jusqu'en France, c'est très mal vu de dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Ok. Bah écoutez les gars, je propose qu'on en reste là pour cet épisode. C'était un bel épisode de podcast, ça m'a fait vraiment plaisir, Célian, de t'avoir pour ton retour en France, qui va durer jusqu'à dimanche. Dimanche, je retourne en Israël. Tu vas en profiter aussi pour voir tes parents, prochaine ça, fois, génial. tu viendras en Israël. Je viendrai en Israël, on fera un podcast en Israël. Podcast Israël. Voilà. On le fera en hébreu. Là, ce sera compliqué. Mais ok, on verra. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. On se retrouve dans la voiture de Chris. Demain, on va la tourner. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao. À plus. Merci. Salut, bye.